En décembre 2025, une lettre suffit à faire basculer une région. En moins de 24 heures, la Guinée-Bissau quitte la CEDEAO, prête serment à l'Alliance des États du Sahel et convertit une crise en avantage logistique. Ce geste ouvre un accès d'Atlantique, recompose les routes, pèse sur les coûts et change les marges de négociation, au point de toucher les ports, les prix et la sécurité. Alors, que vaut une souveraineté qui se mesure en chantier et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il la boussole d'une méthode plutôt qu'un simple visage? La promesse de cette analyse est simple et opérationnelle. Comprendre comment une décision administrative, apparemment technique, peut produire des effets matériels mesurables sur des économies enclavées, sans slogan ni raccourci idéologique. Ici, l'enjeu n'est pas de commenter un changement d'alliance, mais d'évaluer ce qu'il fait réellement aux routes commerciales, aux ports, aux coûts logistiques et aux équilibres de sécurité régionaux. Le risque est tout aussi clair. Une rupture institutionnelle peut fragiliser les échanges, accroître l'incertitude pour les investisseurs et exposer les États concernés à des représailles diplomatiques ou économiques. Beaucoup d'expériences passées sur le continent montrent que l'isolement formel se paie souvent en croissance perdue et en dépendance déplacée plutôt que supprimée. L'intérêt pour le spectateur tient donc à un bénéfice précis, savoir distinguer une souveraineté déclarative d'une souveraineté opérante. Autrement dit, repérer les signes concrets qui indiquent si un basculement politique peut se transformer en trajectoire durable, ou s'il restera un choc symbolique sans lendemain. En 2 ans, plus de 5 000 kilomètres de routes ont été construits au Burkina Faso, un volume inédit pour un État sahélien sans accès à la mer. Ce chiffre représente près du double de ce qui avait été financé sur une décennie entière par des bailleurs multilatéraux, et il éclaire la logique qui rend le basculement guinéen intelligible. Ce point de départ chiffré change la lecture de la séquence. La sortie de la Guinée-Bissau du cadre régional hérité n'intervient pas dans un vide politique ni comme un geste impulsif. Elle s'inscrit dans une accumulation lente de tensions, de sanctions, de suspensions et de désaccords sur la nature même de l'intégration régionale. Pour les régimes sahéliens, les cadres existants ont progressivement cessé d'être des outils de coopération pour devenir des mécanismes de contrainte. Dans ce contexte, l'approche portée par Ibrahim Traoré sert de fil conducteur. Elle repose sur une idée simple: sans capacité matérielle préalable, la souveraineté reste un mot creux. Les routes précèdent les discours. Les infrastructures financées en interne précèdent les négociations. Cette méthode explique pourquoi la décision guinéenne agit comme un accélérateur plutôt que comme un point de départ. Quelques semaines avant l'annonce officielle, les signaux étaient déjà visibles. Les négociations s'enlisaient, les suspensions institutionnelles s'accumulaient et les discours sur l'autonomie gagnaient en clarté. Dans plusieurs prises de parole, Ibrahim Traoré insistait sur la cohérence entre investissement interne, autofinancement et capacité à résister aux pressions extérieures. L'accès potentiel à l'Atlantique change alors d'échelle. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, il ne s'agit plus d'un symbole politique mais d'une continuité logistique entre routes intérieures et façades maritimes. La géographie, longtemps perçue comme une contrainte immuable, commence à fonctionner comme un levier stratégique. Ce renversement discret prépare le terrain d'une décision qui, une fois annoncée, paraît soudaine mais ne l'est pas. Pour mesurer ce basculement, il faut quitter les sommets diplomatiques et observer le terrain. À Bissau, dans les quartiers proches du port, les discussions ne portent pas sur les traités ou les communiqués, mais sur les chantiers annoncés, les délais et les emplois attendus.
La recomposition régionale devient lisible à travers des indices concrets parfois modestes, mais immédiatement perceptibles. À ce stade, un repère opérationnel s'impose. Le plan connu sous le nom de Bissobullet 2026. Route côtière réhabilitée, quais modernisés, circulation facilitée entre zones rurales et façades maritimes. Sur certains tronçons pilotes, des équipes mixtes apparaissent associant des ouvriers guinéens et des techniciens venus du Burkina Faso. Cette coopération technique matérialise une alliance souvent perçue comme abstraite. Les effets se manifestent avant même que les flux soient pleinement opérationnels. Des coopératives agricoles burkinabées commencent à anticiper de nouveaux circuits d'exportation sans intermédiaires européens. Cette projection suffit à modifier les comportements de production et de stockage. L'accès direct à l'Atlantique n'est pas encore effectif, mais il influence déjà les calculs économiques. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne moins comme un chef d'orchestre omniprésent que comme un référentiel idéologique. Sa doctrine d'un État bâtisseur où armée et citoyens participent aux infrastructures offre un modèle transférable. La souveraineté cesse d'être une déclaration pour devenir une méthode reproductible. Le résultat immédiat est un déplacement du débat. On ne discute plus seulement d'alliances, mais de continuité économique, de chantiers visibles et de capacités concrètes. Le basculement n'est plus théorique. Il commence à produire des effets mesurables, ici et maintenant. La séquence ne commence pas par une annonce spectaculaire, mais par une phase d'activation silencieuse. Pendant des mois, les relations entre les régimes sahéliens et les institutions régionales se tendent progressivement. Les sanctions s'accumulent, les suspensions deviennent récurrentes et les canaux diplomatiques se réduisent à des échanges formels. Cette période reste peu visible pour le grand public, mais elle prépare le terrain. Les États du Sahel, déjà engagés dans une logique d'autofinancement et de construction interne, réévaluent leur dépendance au cadre existant. Un premier tournant survient à l'automne 2025. En novembre, un changement de régime à Bissau déclenche une réaction extérieure immédiate. Condamnation officielle, menace de sanctions, suspension institutionnelle. Contrairement aux attentes habituelles, le nouveau pouvoir ne cherche pas l'apaisement rapide. Il observe, mesure et temporise. Ce temps d'attente n'est pas une hésitation, mais une phase de calcul. Dans cet intervalle, les signaux sahéliens se précisent. Les discours gagnent en cohérence et s'alignent sur des réalisations déjà visibles. Ibrahim Traoré répète alors un principe constant. La souveraineté n'est pas négociable lorsqu'elle repose sur des infrastructures financées et opérationnelles. Les routes existent, les chantiers avancent, les capacités sont en place. La parole politique s'appuie sur des faits matériels. Le point culminant intervient brutalement. Une série de lettres officielles est adressée aux chancelleries et aux instances régionales. En moins d'une journée, la Guinée-Bissau annonce son retrait total du dispositif régional historique et son adhésion à l'Alliance des États du Sahel. L'effet est immédiat. À Abuja et à Accra, les téléphones s'emballent. Des réunions d'urgence sont convoquées. Pourtant, la décision ne laisse aucune marge de manœuvre. Elle est présentée comme irréversible. Cette rupture produit des répliques en chaîne. Sur le plan diplomatique, l'organisation régionale perd un membre côtier stratégique, ce qui rompt sa continuité géographique. Sur le plan symbolique, le geste agit comme une déclaration d'indépendance méthodique plutôt qu'un coup d'éclat. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, cette décision signifie l'ouverture d'un débouché maritime longtemps inaccessible. Les routes construites sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré trouvent soudain un prolongement logique vers l'Atlantique. Dans les jours qui suivent, les réactions se multiplient. L'Union africaine appelle au dialogue. Les chancelleries occidentales
expriment leurs préoccupations face à une fragmentation régionale. En parallèle, dans les rues de Bissau, des manifestations de soutien apparaissent. Des drapeaux sahéliens circulent sur les marchés et les slogans d'autonomie économique gagnent en visibilité. À ce stade, la dynamique change de nature. Ce qui était perçu comme un espace enclavé devient un axe stratégique continu. Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme l'initiateur direct de l'événement, mais comme le catalyseur idéologique d'un enchaînement rendu possible par des années de préparation matérielle. L'événement n'est pas un accident. Il est la conséquence logique d'une trajectoire. Le basculement devient lisible lorsqu'on quitte le registre politique pour celui des indicateurs. Le niveau de base est celui d'États sahéliens structurellement dépendants de corridors extérieurs pour leurs échanges. Avant la séquence récente, les coûts logistiques élevés, les délais imprévisibles et la multiplication des intermédiaires constituaient des contraintes quasi permanentes. Cette dépendance se traduisait par une exposition forte aux chocs extérieurs et par une faible capacité de négociation. L'écart apparaît d'abord dans les infrastructures. Entre 2023 et 2025, plus de 5000 km de routes ont été construits au Burkina Faso. Ce volume représente près du double de ce qui avait été financé sur une décennie entière par les bailleurs multilatéraux. L'écart ne tient pas seulement à la quantité, mais au mode de financement. L'effort repose principalement sur des ressources internes, ce qui réduit l'exposition aux conditionnalités extérieures et accélère l'exécution des chantiers. Pour Ibrahim Traoré, cette différence marque le passage d'un projet à une capacité. Un second indicateur concerne les flux économiques régionaux. En 2024, les pays de la CEDEAO ont importé pour 2,4 milliards de dollars de produits alimentaires. Les États de l'Alliance des États du Sahel estiment pouvoir réduire cette dépendance de moitié d'ici 2030 grâce à l'intégration agricole et à la transformation locale. Cette projection n'est pas une promesse abstraite. Elle repose sur la combinaison de routes intérieures opérationnelles et d'un accès maritime direct en cours de structuration. Le troisième écart se mesure dans les revenus. Sur la même période de 2 ans, les recettes issues des ressources minières ont augmenté de 35% dans plusieurs pays sahéliens, sans recours à de nouveaux prêts extérieurs. Cette progression suggère une meilleure captation de valeur locale. L'infrastructure contrôlée devient un multiplicateur budgétaire, là où l'endettement constituait auparavant la variable d'ajustement. Enfin, l'ouverture maritime modifie les calculs logistiques. Les services sahéliens estiment déjà des gains supérieurs à 25% sur les coûts de transport grâce à l'accès direct au port de Bissau. Chaque point gagné réduit la dépendance aux intermédiaires et améliore la compétitivité des exportations de coton, d'or et de bétail. L'écart entre le système d'assistance et le système de production devient observable. Ces données déplacent le débat. Elles ne suppriment pas les contraintes, mais en changent la nature. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas la croissance brute, mais la résilience mesurable. Les chiffres deviennent alors des arguments politiques, non parce qu'ils promettent un succès garanti, mais parce qu'ils montrent qu'un autre équilibre est techniquement atteignable. Les critiques de cette recomposition avancent d'abord un argument économique cohérent. Selon plusieurs économistes africains, le retrait du cadre régional historique expose la Guinée-Bissau à un risque d'isolement commercial. Plus de 70% de ses exportations transitaient jusqu'alors par des cadres régulés régionaux. Une rupture institutionnelle pourrait donc accroître les coûts, compliquer les échanges et décourager des investissements étrangers déjà fragiles. Dans cette lecture, la souveraineté affichée risquerait de se traduire par des frictions commerciales et une volatilité accrue.
Une seconde objection concerne la gouvernance. L'Alliance des États du Sahel regroupe des régimes issus de coups d'État, ce qui alimente la crainte d'une dérive durable vers un bloc dominé par des autorités militaires. Les chancelleries occidentales soutiennent que cette configuration fragilise la confiance régionale et freine les processus démocratiques. L'efficacité apparente pourrait alors se substituer à la légitimité politique avec des effets négatifs à moyen terme. Ces deux arguments reposent sur des expériences passées documentées. L'isolement institutionnel s'est souvent accompagné sur le continent d'une contraction économique et d'une dépendance accrue à de nouveaux partenaires alternatifs. Le risque n'est donc ni théorique ni idéologique. Il mérite d'être pris au sérieux. La réponse des partisans du modèle sahélien s'appuie toutefois sur des faits récents. Ibrahim Traoré et ses homologues rappellent que plusieurs décennies d'intégration sous tutelle n'ont pas permis de réduire durablement la pauvreté ni la dépendance structurelle. À l'inverse, les données actuelles montrent une hausse des revenus locaux, une baisse attendue des coûts logistiques et une mobilisation interne accrue autour des chantiers d'infrastructure. L'argument se déplace alors. La stabilité ne découle pas uniquement de la conformité institutionnelle, mais de la capacité d'un État à produire des résultats tangibles. Routes, ports et emplois visibles deviennent comme des sources de légitimité pratique. Cette approche ne garantit pas le succès, mais elle remet en cause l'idée selon laquelle l'intégration héritée serait la seule voie viable. Ce basculement n'est pas seulement politique, il est structurel. Jusqu'ici, les États sahéliens restaient vulnérables à un verrou logistique externe, dépendant de corridors qu'ils ne contrôlaient ni dans le temps ni dans le coût. L'accès atlantique potentiel transforme cette contrainte en variable stratégique. La route n'est plus un projet à négocier, elle devient une capacité à exploiter. Dans cette nouvelle configuration, la décision de la Guinée-Bissau agit comme un révélateur. Elle transforme une alliance idéologique en continuité physique. Les routes intérieures trouvent un prolongement maritime, ce qui referme une dépendance ancienne. Chaque convoi qui atteint l'Atlantique renforce la crédibilité de l'ensemble et réduit la réversibilité du choix initial. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le point de cohérence d'une méthode plutôt que comme l'auteur d'un coup diplomatique. Sa ligne repose sur une séquence claire: bâtir d'abord, connecter ensuite, négocier enfin. Cette logique explique pourquoi la rupture cesse d'être un événement isolé pour devenir une trajectoire. À ce stade, la question n'est plus de savoir comment la décision a été prise, mais ce qu'elle rend désormais possible. Le corridor atlantique n'est pas un trophée symbolique, il devient un multiplicateur de capacités économiques, sécuritaires et diplomatiques capables de modifier durablement les équilibres régionaux. Les effets de cette recomposition se lisent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers une même transformation opérationnelle. Pour les États, l'ouverture du corridor atlantique réduit une vulnérabilité structurelle. La dépendance à des ports extérieurs contrôlés par d'autres cadres institutionnels diminue, ce qui renforce la capacité de négociation collective. Les routes construites au Burkina Faso trouvent un débouché maritime direct. La continuité géographique entre le Sahara et l'Atlantique modifie les équilibres diplomatiques en donnant au gouvernement sahélien un levier supplémentaire face aux partenaires extérieurs. Pour les entreprises, le changement est immédiat dans les calculs. Les producteurs de coton, d'or et de bétail anticipent des délais plus courts et des coûts logistiques en baisse. Les estimations internes évoquent déjà des gains supérieurs à 25% sur certains segments du transport. Cette amélioration modifie la rentabilité des activités exportatrices. Exporter devient envisageable sans passer par des intermédiaires européens, ce qui permet de capter une part plus importante de la valeur ajoutée.
des accords logistiques signés avec Bissau traduisent cette dynamique naissante. Du côté des citoyens, l'impact se manifeste au quotidien. À Bissau, les chantiers portuaires et routiers créent des emplois locaux, tandis que des techniciens sahéliens forment de jeunes ouvriers côtiers. Dans les marchés, la circulation de produits venus de l'intérieur du continent devient plus fluide. Là où les routes sont praticables, les prix se stabilisent et les pénuries se raréfient. La souveraineté prend ici la forme d'un revenu, quête d'une mobilité accrue et de dépenses réduites. À l'échelle de la région, les répercussions dépassent le seul bloc sahélien. L'organisation régionale historique voit son autorité affaiblie par la perte d'un membre côtier stratégique. D'autres États observent l'expérience avec attention, sans s'y associer ouvertement. Les partenaires occidentaux, eux, sont contraints de réviser leurs approches. Les aides conditionnées ne suffisent plus à maintenir une influence stable lorsque des alternatives matérielles deviennent crédibles. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des visages d'une réorientation plus large. Chaque route connectée à un port, chaque contrat signé sans intermédiaire, chaque emploi créé renforce une dynamique de confiance interne. Le corridor n'est pas seulement une infrastructure. Il devient un signal adressé aux acteurs économiques et politiques. L'autonomie cesse d'être théorique et commence à fonctionner. À court et moyen terme, l'évolution de ce corridor atlantique peut suivre plusieurs trajectoires distinctes, qui ne s'excluent pas toujours mais structurent les choix à venir. Le scénario central, le plus probable, est celui d'une stabilisation progressive. Dans cette configuration, l'accès maritime fonctionne de manière partielle mais régulière. Les flux commerciaux se réorganisent sans rupture brutale. Les usages du port de Bissau s'installent par étapes, les coûts de transport baissent de façon mesurable et les discussions diplomatiques se poursuivent à bas bruit. Ce scénario n'efface pas les tensions, mais il permet d'ancrer la recomposition dans une normalité praticable. Un scénario optimiste peut émerger si la dynamique se consolide. Les routes sahéliennes rejoignent durablement les infrastructures portuaires. Les gains logistiques deviennent visibles et des projets communs plus ambitieux apparaissent. Des initiatives industrielles ou énergétiques coordonnées renforcent l'intégration productive. Dans cette hypothèse, l'exemple du corridor attire d'autres partenaires africains et transforme une alliance défensive en intégration proactive. La continuité matérielle devient alors un facteur d'attractivité plutôt qu'un simple outil de résilience. À l'inverse, un scénario de tension reste crédible. Des sanctions ciblées, des restrictions commerciales ou des blocages diplomatiques peuvent venir tester la solidité du dispositif. Chaque cargaison devient un enjeu géopolitique. Les frictions s'accumulent et ralentissent les flux. Dans ce cas, la cohésion interne de l'Alliance des États du Sahel devient décisive. Sans coordination étroite, les gains initiaux risquent de s'éroder rapidement, transformant l'ouverture maritime en point de friction. Scénarios peuvent se succéder ou se combiner selon les choix opérés. La variable clé n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité à transformer l'accès à la mer en avantage durable plutôt qu'en vulnérabilité nouvelle. Cela suppose un équilibre fin entre affirmation souveraine et pragmatisme économique. La question centrale devient alors une question de méthode. Comment maintenir des écarts positifs sans créer de nouvelles dépendances? Pour le spectateur, cette recomposition n'est pas une abstraction géopolitique. Elle se décline différemment selon les positions sociales et professionnelles, avec des effets concrets qui modifient des trajectoires individuelles autant que collectives. Pour les jeunes urbains, notamment étudiants et techniciens, l'ouverture du corridor crée une perspective nouvelle.
Les chantiers d'infrastructure deviennent des lieux d'apprentissage et d'emploi, réduisant l'écart entre formation et travail. Cette dynamique limite l'attente prolongée ou l'émigration contrainte, en offrant une utilité sociale visible. Pour les producteurs et petits entrepreneurs, l'impact est plus immédiat. La réduction attendue des intermédiaires et des délais logistiques change la rentabilité des activités agricoles et minières. Exporter devient envisageable sans passer par des circuits lointains et coûteux. Cette amélioration renforce la prévisibilité des revenus et encourage l'investissement local, notamment sous forme de coopératives. Les familles et les usagers ordinaires bénéficient alors d'une stabilité relative là où dominait l'incertitude. Pour les citoyens au quotidien, les effets passent par des détails souvent négligés. Des routes praticables signifient des prix plus stables sur les marchés, des déplacements moins coûteux et un accès facilité aux services. La souveraineté se traduit moins par des discours que par du temps gagné et des dépenses réduites. Elle devient perceptible dans les gestes ordinaires. Enfin, pour la diaspora et les observateurs extérieurs, cette séquence modifie le regard porté sur la région. Le Sahel cesse d'être perçu uniquement comme un espace de crise pour apparaître comme un laboratoire de solutions endogènes. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'incarne pas seulement un dirigeant, mais le symbole d'un changement de méthode. Les politiques publiques, lorsqu'elles deviennent visibles, cessent d'être lointaines et commencent à être évaluées sur leurs effets concrets. Pour que cette recomposition ne reste pas un symbole, elle doit s'inscrire dans une méthode structurée et vérifiable. La première étape consiste à institutionnaliser la coopération régionale. Cela implique l'harmonisation des plans d'infrastructure, la mise en place d'un guichet logistique commun et des calendriers partagés entre États. Le succès se mesure ici par des indicateurs simples: délai de transport réduit et baisse mesurable des coûts logistiques. La seconde étape concerne la consolidation de la production locale. Les unités de transformation du coton, des noix de cajou et des ressources minières doivent être implantées à proximité des axes routiers et des ports. Cette proximité permet de capter davantage de valeur sur place et de réduire la dépendance aux exportations brutes. Les indicateurs clés deviennent alors la part de transformation locale et la progression des revenus internes. Un troisième levier porte sur la sécurisation des flux. Les routes, ports et chantiers constituent des infrastructures critiques. Leur protection conditionne la continuité économique. Dans cette logique, les forces sahéliennes ne sont pas seulement mobilisées sur le plan sécuritaire, mais comme garantes de la stabilité des échanges. La sécurité cesse d'être défensive pour devenir fonctionnelle. La quatrième étape concerne le partage des compétences. Universités, centres techniques et écoles d'ingénieurs doivent coordonner leurs programmes afin de former une main-d'œuvre capable de maintenir et d'exploiter ces infrastructures sans dépendance extérieure. L'indicateur ici est la part de maintenance assurée localement. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré résume l'approche par une formule simple: bâtir d'abord, négocier ensuite. Cette boussole n'élimine pas les tensions, mais elle offre un cadre pour transformer une rupture diplomatique en trajectoire maîtrisée et mesurable. Au fil de cette recomposition, une image revient avec insistance, celle des routes qui avancent vers la mer. À Bissau comme à Ouagadougou, le bitume relie désormais des espaces que l'histoire avait séparés. Ce motif, déjà visible dans les premiers chantiers, donne une clé de lecture plus intime de la transformation en cours. Il ne s'agit plus seulement d'alliances ou de ruptures institutionnelles, mais de continuité vécue. Ce rappel renvoie aux premiers travaux évoqués sur le terrain, là où ingénieurs, ouvriers et soldats construisaient sans attendre les sommets diplomatiques. La transformation ne se limite pas aux équilibres régionaux.
Elle agit sur les imaginaires. Voir un État côtier rejoindre un bloc sahélien efface une frontière mentale longtemps intériorisée. Le désert cesse d'être un cul-de-sac pour devenir un point de départ. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef solitaire que comme le porte-voix d'une méthode. Sa constance à lier souveraineté et construction matérielle trouve ici un écho tangible. Chaque route achevée, chaque port réhabilité, chaque flux sécurisé renforce une idée simple et partagée sur les chantiers. L'indépendance ne se proclame pas, elle se constate dans ce qui fonctionne. Ce constat, forgé par l'expérience, clôt le récit sans slogan, mais avec une conviction née du terrain. À ce stade, il ne s'agit plus de trancher pour ou contre un camp, ni d'ériger cette trajectoire en modèle universel. Ce qui se dessine appelle plutôt une lecture collective et nuancée. La jonction entre le Sahel et l'Atlantique pose une question qui dépasse les dirigeants, les institutions et même cette séquence précise. Comment un espace longtemps enclavé redéfinit-il ses priorités lorsqu'il reprend la main sur ses routes, ses ports et ses méthodes? Pour certains observateurs, cette dynamique évoque un retour aux fondamentaux. Produire, et relier, transformer avant de négocier. Pour d'autres, elle soulève des inquiétudes légitimes sur l'équilibre politique, la gouvernance et la capacité à durer sans compromis externe. Ces deux lectures coexistent et méritent d'être confrontées sans caricature. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'impose pas une réponse unique. Il incarne une orientation qui invite à mesurer la souveraineté à l'aune de ce qui est déconstruit et utilisé, plutôt que de ce qui est promis. La discussion reste ouverte, elle dépendra moins des discours que de l'évolution concrète des échanges, des coûts et des vies quotidiennes. La question finale appartient désormais au lecteur. À partir de quel fait juge-t-on qu'une indépendance devient réellement praticable?